Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal du dimanche. On démarre avec les titres. Pour 2026, le gouvernement togolais entend maintenir un niveau élevé d'investissement dans le secteur de la défense nationale, une orientation apportée par le président du Conseil, Faure Esozimna Gnassingbé, qui fait de la modernisation de l'outil de défense un levier de stabilité et de développement économique. Nous serons également au Maroc. Le festival Timitar s'est achevé ce samedi, une 21e édition qui a mis à l'honneur le métissage entre les sonorités marocaines et celles du reste de l'Afrique. Dans la rubrique Sciences et découvertes, un logiciel vient répondre à plusieurs besoins du secteur de l'éducation au Togo. Il s'agit de la plateforme numérique et du Togo, un logiciel créé par M. Telou. Il est l'invité du journal du dimanche. Et les fêtes traditionnelles d'Ouné-Nyonzan et Robezan se préparent activement. Chaque communauté entend faire de cette édition un moment exceptionnel. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. Au Togo, pour 2026, le gouvernement maintient un niveau élevé d'investissement dans le secteur de la défense nationale, une orientation portée par le président du Conseil, Faure Esozimna Gnassingbé, qui fait de la modernisation de l'outil de défense un levier de stabilité et de développement économique. Stéphane Lossou et Elia Gbanandao. Préserver l'intégrité territoriale, protéger les populations et les biens, garantir un climat propice aux activités économiques. Tels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement à travers les moyens alloués au ministère de la Défense nationale. À la faveur des réformes engagées par le président du Conseil, Faure Esozimna Gnassingbé, le budget du ministère est maintenu à 119 milliards de francs CFA en 2026. Avec les défis sécuritaires au nord du Togo et dans la sous-région, près de 60 milliards de francs CFA seront consacrés au soutien des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoutent 18 milliards de francs CFA destinés à renforcer les capacités stratégiques de l'armée togolaise. Au-delà des chiffres, cette politique traduit la volonté des autorités de poursuivre la modernisation de l'outil de défense. Ces efforts vont favoriser la libre circulation des personnes et des biens, la protection des activités agricoles et commerciales, le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que l'attractivité des investisseurs. Visiblement, Faure Esozimna Gnassingbé place la défense parmi les 3 ministères les mieux dotés du pays et conforte l'image du Togo comme une destination stable et attractive dans un environnement régional confronté à d'importants défis sécuritaires. Le groupe Média Pyramide célèbre cette année ses 10 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire, un dîner de gala s'est tenu ce samedi Chalomé à l'hôtel Sarakawa. Le compte rendu de Marie-Reine Abeta avec la voix de Nada Ibrahim. Un toast suivi de la coupure du gâteau d'anniversaire. Le groupe Média Pyramide célèbre 10 années d'existence, 10 années consacrées à l'information, à la communication et à l'accompagnement du développement. Cette célébration marque une étape importante dans la vie du groupe. Elle consacre une décennie d'engagement, d'innovation et de fidélité à sa mission, informer, éduquer et divertir. Une décennie après, le voilà en plein essor malgré les difficultés et les épreuves vécues. 10 ans, c'est le signe de maturité. Une maturité de mettre à l'actif de ces femmes et hommes qui, que ce soit de manière invisible ou visible, collaborent et agissent inlassablement pour la réussite et la prospérité de l'entreprise. Ce 10e anniversaire est également un moment de reconnaissance, l'occasion de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à bâtir cette aventure médiatique. À tous les journalistes de Pyramide FM, ainsi qu'à ceux du Pyramide TV, toutes nos sincères félicitations et profonde gratitude pour leur engagement sans faille
Leur disponibilité, leur bravoure, leur talent et tous les efforts fournis de manière permanente pour traduire dans la réalité notre vision. Au-delà de la célébration, le groupe Média Pyramide affiche de nouvelles ambitions. Renforcer sa transformation numérique, consolider sa présence sur les plateformes digitales et proposer des contenus toujours plus innovants en phase avec les attentes d'un public en constante évolution. Une vision saluée par le ministre de la Communication. 10 ans, c'est vrai, c'est un bel âge pour une radio togolaise. Joignez-vous donc à moi pour dire joyeux anniversaire à la 105.5 FM, Radio Pyramide, et souhaiter une belle célébration à l'ensemble du groupe Média Pyramide. Elle a choisi, et il faut le saluer à juste titre, de contribuer à la mission de service public rendue par les médias à travers le triptyque informer, éduquer et divertir. Fidèle à son nom de baptême, Pyramide, elle se fonde sur de solides bases de professionnalisme, de rigueur et d'éthique pour s'élever et se projeter vers la maturité, la performance et l'excellence. La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs partenaires du groupe Média Pyramide. Une reconnaissance de leur accompagnement et de leur contribution au rayonnement du groupe tout au long de cette décennie d'excellence et d'impact. Toujours ce samedi, les clusters de la région maritime ont organisé l'édition 2026 des Olympiades de Compassion Internationale Togo. L'initiative promeut l'épanouissement des enfants et des jeunes tout en renforçant les valeurs de solidarité, de discipline et de dépassement de soi. Stéphane Lossou et Edwige Takwabasabi. Convivialité et performance sportive au rendez-vous ici au stade de Kégué à l'ouverture de l'édition 2026 des Olympiades portées par Compassion Internationale Togo. Cette étape régionale consacrée à la maritime a mobilisé des jeunes issus des centres de développement, des enfants et des dunes de Compassion Internationale Togo. Les participants s'affrontent dans 3 disciplines, l'athlétisme, les kids games et le football, aussi bien dans les catégories masculines que féminines. Ces équipes viennent des 9 clusters que nous avons dans la région maritime, qui ont joué dans les éliminatoires. Et ce sont les équipes vainqueurs des différentes catégories dans leur zone qui se sont retrouvés ici pour les phases finales. C'est pour leur donner l'opportunité de compétir dans des disciplines sportives et éventuellement dans le futur, la vision c'est de pouvoir nourrir les fédérations de nos jeunes talentueux que nous avons dans le programme. Au terme des différentes épreuves, il est prévu la distinction des meilleurs athlètes et équipes en reconnaissance de leur mérite et engagement. Chaque meilleur de chaque catégorie recevra un trophée. Ceci va permettre à chaque cluster d'identifier des talents. Les autres régions vont s'organiser. Déjà le 4 septembre, il y aura la région d'Atakwame qui fera son Olympiade et nous avons la région Kara-Savane qui vont aussi suivre. Dans la foulée, Compassion Internationale Togo annonce l'organisation dès l'année prochaine d'une phase nationale des Olympiades. Prévue à Lomé, cette compétition réunira les meilleurs représentants des différentes régions du pays dans chacune des disciplines retenues. Les finales nationales du championnat scolaire de handball et de volleyball saison 2025-2026 dans les catégories U17, filles et garçons ont été disputées sur les terrains du stade municipal. Le point des différentes rencontres avec Sonia Ménico. Ça fait 2 années d'affilée, la 3e année, on a dit ça va pas passer. Pas de 3e titre pour le lycée de Séquencé. Ainsi en a décidé le lycée Elavagno. Les représentants de la région des Plateaux ont brisé le signe indien en remportant la finale nationale catégorie U17 du championnat scolaire du handball saison 2025-2026.
Une victoire arrachée sur le fil 39-38 au terme d'une rencontre en pointe d'intensité et de combativité. L'équipe de Séquencé a été d'abord très forte et on a eu du mal à la gagner. Ça a été notre première rencontre qu'on a souffert comme ça. On les a croisés l'année passée en finale et ils nous ont battus au but. On s'est dit que cette année, on doit gagner la coupe. Je remercie d'abord le public qui nous a soutenus et mes coéquipiers aussi qui m'ont aidé, les coachs aussi qui m'ont donné les conseils pour qu'on puisse pouvoir remporter cette coupe. Alors que les garçons ont courbé les chines, les filles du lycée de Séquencé ont tout fait pour sauver l'honneur. Elles ont battu leur homologue du lycée Zomaï sur un score de 29-22. Le match n'a pas été facile quand même, mais nous avons eu le courage d'atteindre jusqu'au bout. Nous avons remporté la finale. Le coach travaille avec les mecs les vendredis, matin comme soir, et que nous aussi nous suivons ces consignes. Pendant ce temps, sur le terrain de volley-ball, une fois encore, c'est la région des Savanes qui va dicter sa loi. Le lycée CRET-FP va conserver son titre. Les ambassadeurs du septentrion se sont défaits de ceux du Grand Lomé, le lycée Agoué Centre, sur un score de 25-19, 28-26, 25-16, soit 3-7-0. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Pour ce deuxième sacre, depuis les phases préfectorales, chaque adversaire nous attendait depuis ferme. En tout cas, ça a été une finale âprement disputée parce que les points, c'est gauche à droite et c'est vers les vingtaines qu'on arrive à prendre un peu de la distance sur eux. Je crois qu'ils n'ont pas démérité, mais quelque part, c'est que nous les avons maîtrisés à la défense. De l'autre côté, les voleuses du Grand Lomé ont pris cette fois-ci de la revanche sur le Grand Nord. Et le mérite revient aux filles du lycée à Tiégou qui se sont imposées devant le CEG Nassablé avec un score de 3-7-0. La soirée a pris fin par la remise de prix aux différents acteurs, en commençant par les arbitres, les vice-champions des deux disciplines et les champions célèbrent leurs acquis. Les finales de basketball catégorie U15 filles et garçons se sont également disputées sur les mêmes installations. Au terme des rencontres, le collège Béatrice Pascal s'est imposé chez les garçons, tandis que le CEG Pagalagar a été sacré champion. Nous retrouvons Sonia Miniko. Face à face, Pagalagar, tout de bleu vêtu, et CS Atakwame en blanc. C'était l'affiche de la finale nationale du championnat scolaire du basketball U15 saison 2025-2026. Dès l'entame, la capitaine attaquante Doku Parfait des Bleus et ses coéquipières ont pris le contrôle du jeu. Celle-ci a d'ailleurs marqué plusieurs paniers qui ont permis à son équipe de mener au score du premier jusqu'au quatrième quart-temps. Cependant, les Bleus ont failli se faire rattraper au score dans le dernier quart-temps avant de l'emporter de justesse sur un score de 33-32. C'est une grande joie qui m'anime. Et nous sommes venus l'année passée, on a appris et nous nous sommes préparés en conséquence pour cette année. Et bien sûr que nos adversaires aussi n'ont pas démérité, mais sauf que nous avons utilisé nos stratégies pour pouvoir les battre, surtout dans les dernières minutes. Chez les garçons, la finale a opposé le complexe scolaire Atakwame au collège Pascal Béatrice de Lomé. Et c'est Béatrice Pascal qui a su tirer son épingle du jeu sur un score de 35-30. Sans vous mentir, on s'attendait vraiment à gagner parce que vu le travail acharné qu'on a fait, c'était pas du tout facile. Il fallait appeler les enfants, les motiver, vu qu'ils sont en train d'examen et tout. Ils ont arrêté, mais après la motivation, ils ont continué avec les entraînements. Et voilà, ça a payé aujourd'hui. Médailles, chèques et trophées ont couronné les efforts des uns et des autres. Et les champions soulèvent les trophées. Plus tôt dans la journée, les athlètes et para-athlètes ainsi que ceux du taekwondo ont également disputé leur finale.
Actualité internationale à présent, direction Agadir au Maroc. Le festival Timitar s'est achevé ce samedi avec sa dernière soirée de concert, une 21e édition qui a mis à l'honneur le métissage entre les sonorités marocaines et celles du reste de l'Afrique. Reportage. Lorsque le violon berbère accompagne le reggae contemporain des Comores et de Côte d'Ivoire, le public d'Agadir applaudit. Ça a donné quelque chose de vraiment merveilleux. J'ai adoré. Je suis venue spécialement pour voir l'Africa United. Le festival Timitar, c'est aussi le rendez-vous des grandes voix traditionnelles. Malouma, pionnière de la musique mauritanienne, fait vibrer son public. Ces chansons sont magnifiques, elles nous font vibrer, nous remplissent de joie, ils nous font chanter et applaudir avec elles. Et pour applaudir, elles sont venues du Sahara, certains d'encore plus loin. Timitar attire aussi les touristes européens. Nous sommes venus de Marrakech pour Timitar. C'est très sympa, très émouvant, plein d'énergie et ça calme en même temps. Fatima Tehehit, icône de la musique berbère et point culminant de ce festival. À domicile, l'artiste populaire donne le rythme. Nous venons pour transmettre à nos enfants leur tradition berbère. Même si on vient d'ici, on est d'Agadir. Un festival gratuit et ouvert à tous pour célébrer l'héritage berbère, même si pour les artistes, il y a encore beaucoup à faire. À Timitar, les organisateurs mettent en scène le métissage entre les cultures. Artistes marocains et africains se partagent la scène. On ne fera pas de différence, tout le monde va danser selon le rythme parce que chacun se retrouve. Quelque part, il y a un petit truc qui concerne tout un chacun. C'est ça la force de la musique. Chaque été, le festival Timitar attire jusqu'à 350 000 personnes sur 3 jours. En France, c'est une première par son ampleur. Au total, 32 000 hectares ont été ravagés par les incendies qui frappent le sud-ouest du pays. Près de 167 000 personnes ont été évacuées et les flammes continuent de progresser. Les autorités continuent de mobiliser d'importants moyens terrestres et aériens afin de tenter de contenir le feu, tandis que plusieurs départements demeurent en état d'alerte maximale. Et au Nigeria, le manque de ressources constitue un frein à l'éducation sportive des jeunes. Faute d'accès aux installations d'entraînement, de nombreux enfants et adolescents s'exercent dans les rues sous la houlette d'instructeurs qui leur transmettent la bosse, mais aussi les valeurs de discipline et de résilience. Suivez plutôt. Le manque de ressources peut constituer un obstacle pour les jeunes Nigérians qui souhaitent s'initier à de nouveaux sports. Disposant d'un accès limité aux installations d'entraînement officielles, des enfants et des adolescents s'entraînent dans les rues et les quartiers animés de Lagos, la capitale, sous la houlette d'instructeurs qui leur enseignent la boxe, la discipline et la résilience. Si j'ai commencé à entraîner ces enfants, c'est parce que j'ai observé mon environnement immédiat et que j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux étaient sans abri, que certains étaient rebelles et insoumis, et que d'autres finissaient par devenir des rabatteurs ou des area boys, se battant et adoptant des comportements douteux. J'y ai donc réfléchi et je me suis dit que si ces enfants s'occupaient et s'entraînaient à la boxe, cela leur serait utile à l'avenir. Je me suis dit que, puisque je m'y connais en boxe, cela aiderait beaucoup ces enfants et que leurs parents en tireraient également profit. C'est pourquoi je les entraîne, car à l'avenir, un enfant qui n'aura pas reçu d'éducation fera honte à sa famille. Pour bon nombre de ces jeunes athlètes, ces séances offrent bien plus qu'un simple entraînement physique. Lagos a formé des boxeurs qui ont ensuite concouru au niveau national et international. Mais la base fonctionne encore avec presque rien. Le manque de financement, d'équipement et d'installation freine les jeunes athlètes. Trouver un entraîneur et les entraîner représente un grand défi pour moi. C'est en effet un grand défi car je n'étais pas boxeuse, je n'étais pas entraîneuse, je n'avais jamais entraîné auparavant, je n'avais jamais mis de gants de protection et je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. C'est simplement que je les apprécie. J'apprécie le fait que les enfants soient sérieux et qu'ils s'en sortent bien. J'essaie donc de les promouvoir. À l'origine, je suis promoteur. Alors quand les défis se sont présentés, j'ai dû me lancer dans la boxe pour pouvoir les entraîner. J'en ai appris davantage sur ce sport et je mets maintenant des connaissances en pratique.
L'espoir pour ces instructeurs est que ces terrains d'entraînement de fortune constituent le premier pas vers un avenir dans la boxe professionnelle. Allons à présent faire un tour sur Internet et comme vous venez de voir, celle qui est la mieux qualifiée pour nous y emmener est sur ce plateau. Bonjour Nada. Bonjour Giovanni, bonjour également à tous les téléspectateurs. Première actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annonce le lancement de l'ECO en 2027. De quoi s'agit-il? Exactement, l'annonce a été faite le 19 juillet dernier à Luangui, en Sierra Leone, lors de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains ont annoncé que l'ECO, la future monnaie unique de la région, sera lancée progressivement à partir de 2027. Il n'est pas question d'attendre tout le monde. Seuls les pays qui respecteront les critères macroéconomiques fixés par la CEDEAO monteront à bord dès la première vague. Les autres suivront progressivement. Alors dis-nous Nada, qu'est-ce qui va concrètement changer? En fait, l'ECO viendra faciliter les échanges commerciaux entre les États membres, à réduire les coûts de transaction liés aux opérations de change, à stimuler les investissements et à renforcer la stabilité économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant qu'on est davantage informé sur ce que c'est que l'ECO et bien sûr ses enjeux, reste à savoir comment la valeur de cette monnaie-là sera fixée. Et la reine de net que je reste en alerte sur Internet. Je vais vous informer très très bientôt. Et nous sommes également très patients. Nada, nous restons toujours dans le domaine économique pour faire cas de cette affaire qui fait sensation sur les réseaux. Les bouquets d'argent peuvent vous conduire en prison au Ghana. Giovanni, laisse-moi informer les téléspectateurs. Bouquet d'argent, lancer des billets lors des événements festifs ou encore marcher dessus en dansant, la Banque du Ghana dit c'est désormais interdit. Et donc tout contrevenant sera arrêté et exposé à des poursuites judiciaires et ça sera aussi interdit de pleurer. Hein? Et les détails dans la vidéo qui suit. Regardons. La Banque du Ghana rappelle que le cedi a été émis exclusivement comme monnaie d'échange et ne doit en aucun cas être transformé en objet d'art, cadeau, élément de décoration ou ornement. Ce rappel fait suite au constat de la Banque du Ghana selon lequel les bouquets d'argent sont de plus en plus populaires lors des cérémonies et autres événements. Selon elle, ces usages contribuent à endommager et à détériorer les billets de banque. Outre le Ghana, des pays comme le Burkina Faso, le Nigeria et le Kenya ont également interdit la confection de bouquets de billets de banque. Au Kenya, les contrevenants risquent jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Au Bénin également, cette pratique peut aussi vous coûter une peine de prison. Et pour terminer, Nada, bonne nouvelle pour certains et d'autres non. Les réseaux sociaux interdits au moins de 15 ans en France. Exactement. À compter du 1er septembre prochain, l'accès aux réseaux sociaux est interdit au moins de 15 ans en France. Et quelles sont les plateformes concernées? Les plateformes, cette mesure vise des plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook et X, avec un objectif bien défini, mieux protéger les jeunes contre le cyberharcèlement, les contenus inappropriés, la désinformation et les effets d'une utilisation excessive sur la santé mentale. Comment se fera concrètement cette nouvelle mesure-là? Je laisse les téléspectateurs le découvrir dans la vidéo qui suit. Concrètement, à partir du 1er septembre, tous les nouveaux comptes sur les réseaux sociaux vont devoir subir une vérification d'identité, c'est-à-dire soit avec une pièce d'identité. On a notamment parlé d'une possible reconnaissance faciale comme ça se fait sur les sites porno. Et puis pour les anciens comptes, ça se déroulera entre le 1er septembre et le 31 décembre prochain. Il y aura un laps de temps de 4 mois où chaque réseau social devra vérifier l'intégralité des comptes en France de ses utilisateurs et chaque Français devra donc prouver qu'il a plus de 15 ans pour garder son compte sur les réseaux sociaux. Très intéressant, Nada. Oh que oui, Giovanni. Toutefois, certaines personnes s'interrogent sur l'efficacité des contrôles, le respect de la vie privée et aussi de la liberté d'accès à l'information. Merci beaucoup, Nada. Ça sera tout pour l'actualité vue sur le net. C'est ça. On se dit à dimanche prochain. Au revoir. Avec le même plaisir.
Économie, poursuivre, le West African B2B Connect 2026 a été lancé ce samedi à Lomé par le ministère en charge de l'économie en présence de l'ambassadeur du Ghana au Togo et des promoteurs de cet événement économique. Une rencontre d'affaires prévue en septembre prochain au Ghana qui réunira des entrepreneurs de toute la région, la sous-région ouest-africaine, l'essentiel avec Nathalie Panegui. West African B2B Connect 2026, WABEC 2026, est à sa première édition. Ce rendez-vous des opportunités économiques en Afrique de l'Ouest se tiendra à Accra, la capitale ghanéenne, du 25 au 27 septembre prochain. Un salon régional dédié au commerce, aux investissements et aux affaires. Nous aurons des expositions de nos entrepreneurs, de nos entreprises, de nos petites et moyennes entreprises, made in Togo, made in Ghana and made in Africa. Nous aurons aussi des panels intégrés, des forums intégrés et des ateliers de formation. J'invite la jeunesse entrepreneur à participer massivement pour pouvoir aller checker d'autres nouveaux marchés, pour avoir d'autres nouveaux partenariats, croiser des investisseurs, et pourquoi pas trouver des institutions financières qui pourront les financer toutefois. Les échanges d'Accra porteront sur le thème du Togo au Ghana, libérer le potentiel commercial de l'Afrique de l'Ouest. Nombreux sont ces entrepreneurs togolais qui y seront avec leurs produits. Cette initiative de WABEC 2026, nous la trouvons très bonne, ça nous ressemble puisque nous sommes dans le style vestimentaire africain. Nous commandons nos pagnes d'un peu partout en Afrique. Je suis ravie premièrement et je trouve que c'est une très belle initiative qui va nous aider, nous les jeunes entrepreneurs, de bien s'élargir sur le commercial et sur le business en agroalimentaire, surtout dans le monde entier, surtout pour l'Afrique. J'irai présenter les barres de céréales. C'est fait à base de souchés, avoine, amandes, des céréales du Togo. WABEC 2026 vise à rapprocher les entrepreneurs, développer les chaînes de valeur régionales, connecter les entreprises des marchés régionaux, accroître la visibilité des petites et moyennes entreprises. Finalité, une meilleure promotion du commerce intra-africain. Au Togo, 200 millions de dollars sont mobilisés pour moderniser les transports, un financement qui permettra d'améliorer les infrastructures de transport et de renforcer la mobilité des personnes et des marchandises. Edwige Atakwa-Bassabi. Ce financement permettra d'abord de réhabiliter la ligne ferroviaire reliant le port autonome de Lomé à la plateforme industrielle d'Adetikopi. Longue de 27 km, cette liaison favorisera le transport des conteneurs par rail entre le port et la PIA, renforçant ainsi la chaîne logistique du pays et facilitant les échanges avec les pays de l'Interland. Deuxième priorité, améliorer la mobilité dans le Grand Lomé. Le programme prévoit des aménagements destinés à réduire les embouteillages, notamment autour du port autonome de Lomé, afin de fluidifier la circulation des personnes et des marchandises. Le troisième volet concerne les zones rurales. Des infrastructures de transport seront développées pour mieux relier les bassins agricoles des régions de la Kara, des savanes, des plateaux et de la plaine de Meaux aux marchés nationaux et régionaux. L'objectif est de faciliter l'écoulement des productions agricoles, de réduire les pertes post-récolte et améliorer les revenus des producteurs. Selon la Banque mondiale, près de 2,2 millions d'habitants du Grand Lomé bénéficieront d'un meilleur système de transport et une baisse de la pollution liée au trafic des poids lourds. En milieu rural, environ 400 000 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes, auront des accès plus faciles aux services essentiels et aux opportunités économiques. Les infrastructures seront également conçues pour mieux résister aux effets du changement climatique. Pour le groupe de la Banque mondiale, ce programme constitue une étape importante dans l'ambition du Togo de consolider sa position de plateforme logistique de référence en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur le port autonome de Lomé. Il devrait également favoriser la création d'emplois, le développement des chaînes de valeur et attirer davantage d'investissements privés. Ce financement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Togo et la Banque mondiale.
À fin mars 2026, le portefeuille de projets de l'institution dans le pays s'élevait à 1,49 milliard de dollars, avec le transport, la logistique et l'agriculture parmi les secteurs prioritaires. Et comme annoncé dans les titres, place à la rubrique Sciences et découvertes. Je suis avec l'invité du journal du dimanche ou pourquoi pas nos invités. Avec eux, nous allons comprendre ce que c'est que le logiciel EduTogo. Monsieur Telouf, bonjour. Bonjour monsieur. Comme je le disais, avec vous, nous allons comprendre ce que c'est que le logiciel EduTogo, les avantages et puis quelle sera la prochaine étape après la phase pilote. Donc merci et bienvenue sur ce plateau. Merci encore. Et comme je le disais, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec monsieur Mama Alourou, enseignant au lycée Avedji. Vous faites partie également des premières personnes qui ont testé justement cette application. Et dans ce journal, vous allez nous dire l'expérience que vous avez eue avec cette application. Merci et puis bienvenue également sur ce plateau. Merci, tout le plaisir pour moi. Je vous en prie. Avant de démarrer officiellement cet entretien, on va d'abord comprendre ce que c'est que l'application EduTogo et puis quels sont ses avantages. Un dossier signé chez Gabriel Aïna. On peut s'écrire. Un seul clic et vous voilà sur la plateforme digitale EduTogo. Il s'agit d'un logiciel qui propose diverses solutions pour soulager les enseignants face à certaines difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés dans l'exercice de leur métier. C'est un outil numérique innovant de gestion scolaire qui rend plus efficaces les pratiques pédagogiques. EduTogo, c'est un logiciel où il y a plusieurs profils. Il y a le profil du ministère, profil du directeur, profil de l'enseignant, de l'élève et des parents. Il y a un tableau de bord destiné surtout pour les directeurs d'école et le ministère de l'Éducation pour savoir les données de leurs établissements. Combien d'enseignants, combien de filles, combien de garçons sont scolarisés, la moyenne générale. Et le ministère, lui, il a maintenant une vue d'ensemble sur toutes les écoles. L'État nous a fait vraiment confiance en nous autorisant à collecter ces données. Et nous ne lésignons pas du tout là-dessus. C'est une initiative qui a commencé sur un coup de tête de jeunes Togolais. Et avec la solidarité internationale, on s'est mis, on a un programmeur, une initiative togolaise en fonction des réalités togolaises. EduTogo, c'est aussi plusieurs avantages pour tous ses utilisateurs. Ce logiciel permet de prévenir un peu les décrochages scolaires. C'est aussi un outil qui restaure le dialogue entre la famille et l'école. Ça nous permet un suivi des notes, la compilation des notes. C'est des économies en temps et en énergie et en ressources. Avec la messagerie interne, le ministère aussi peut envoyer un message. Il envoie et c'est distribué directement à tous ceux qui sont connectés sur la plateforme. Et on peut choisir si on veut envoyer un message exclusivement au directeur, exclusivement aux enseignants ou à tout le monde. Les promoteurs de EduTogo et les bénéficiaires ont récemment validé les résultats de la mise en œuvre de sa phase pilote. 4 établissements scolaires du Grand Lomé ont expérimenté et salué les retombées de cet outil. Le logiciel pourra bientôt être mis au service d'autres écoles du Togo. Alors, monsieur Telou, moi j'ai une question. Pourquoi avoir ressenti le besoin de créer ce logiciel et surtout, pourquoi maintenant? Je dois avouer que les raisons sont multiples, et un peu personnelles et professionnelles. Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter plusieurs systèmes éducatifs, notamment le système américain, togolais et français. Et aussi, j'ai eu mon bac au Togo et j'ai fait aussi mes études universitaires au Togo. J'ai aussi eu la chance d'aller vivre en France avec ma famille et continuer mes études et avoir un master en enseignement. Et avec mes différents voyages au pays, j'ai eu à discuter avec mes collègues enseignants et échanger, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter avec nos différentes expériences que nous avons. Et c'est là où un constat est venu. On a constaté que le processus administratif du système éducatif togolais est toujours sur papier. Et tandis que moi, ma formation m'a toujours donné des outils numériques. Et aussi un autre constat, le téléphone est de plus en plus présent dans la vie du Togolais, dans le quotidien togolais. Et aussi, pourquoi maintenant, sous l'initiative du président du conseil, son excellence Forest Osinamina Singbe, le numérique est devenu vraiment important dans la vie administrative togolais. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est le moment opportun de bénéficier, de profiter de ce dynamisme et mettre en place quelque chose qui sera adapté et propice pour les enseignants et le système éducatif togolais.
voilà un peu en résumé ce qui m'a poussé. Et quand on dit fondateur, je ne suis pas seul derrière. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Il y a toute une équipe D'accord. derrière. Justement, avant d'implémenter justement ce logiciel, il y a eu une phase pilote qui a duré 8 mois. Et il y a quelques jours, il y a eu une rencontre de restitution. Dites-nous, qu'est-ce qui a concrètement marché et puis quels sont les défis auxquels vous étiez confrontés? La phase pilote, là, c'était une aventure. Hein. Mais on doit dire, avec un peu de résilience, ça a pu avancer. Premièrement, on a dû identifier les écoles qui seront des écoles pilotes, puisque tout a été sur fonds propres. D'accord. Alors, on a pris notre partenaire social qui est l'ONG Nouaké, et nous-mêmes, EduTech, des créateurs du logiciel. Et on a identifié les écoles dans le Grand Lomé. On a essayé de doter ces écoles de terminal numérique afin qu'ils puissent se connecter au logiciel. Dans une première étape, faire le lancement le 17 décembre passé, passer aux formations des directeurs, ensuite des formations des enseignants. Bref, je peux dire... C'est tout un processus. Oui, c'est tout un processus qui nécessite la collaboration de tous les acteurs. Les défis, ça doit être vraiment le matériel. On a trouvé des écoles, on a choisi des écoles publiques. Alors, c'est encore des vieilles écoles où on a rénové le parc informatique, connecté les établissements à l'Internet. Et c'était un peu compliqué, mais on a pu remonter à la pente grâce aux différents acteurs qui nous ont accompagnés. Qui étaient impliqués, justement. Et pour cette phase pilote, vous, monsieur, maman, vous étiez impliqué. Vous faites partie des enseignants du lycée Avedi, les premiers, justement, utilisateurs de ce logiciel. Concrètement, qu'est-ce que EduTogo a changé dans votre quotidien professionnel? Merci beaucoup. D'abord, je félicite l'initiative de M. Telou. Et je peux vous assurer qu'avec cette application, nous avons eu une autre perception de la gouvernance éducative, parce que désormais, nous sommes convaincus qu'il est capable de faire une gouvernance éducative en n'étant pas physiquement sur le terrain. C'est ce que nous avons appelé le télétravail. Également, cette application permet de centraliser toutes les données relatives à la gouvernance éducative, à l'enseignement, à l'activité pédagogique sur un seul terminal à partir duquel parents, enseignants et administration peuvent chacun, en ce qui le concerne, avoir accès et faire le suivi de l'activité pédagogique et également du comportement des élèves dans les établissements. D'accord. Alors, en tant qu'enseignant, comme vous le dites, vous n'êtes pas obligé d'être là physiquement à l'école pour accéder aux informations administratives et pédagogiques. Est-ce bien cela? Si. Maintenant, ça ne vous rend pas un peu paresseux en tant que professeur? En fait, c'est une démocratisation de l'activité pédagogique. D'accord. À partir du moment où vous avez la possibilité de gérer une partie de vos activités pédagogiques à distance, cela voudrait dire que vous consacrez le reste du temps à l'activité d'enseignement-apprentissage. Et donc, je peux par exemple saisir mes notes en n'étant pas physiquement en classe. Je peux programmer l'activité pédagogique à distance. Je peux également vérifier le suivi des élèves en n'étant pas physiquement en classe. Donc, ça, c'est une opportunité. Ça permet de gagner en temps, mais le temps-là permet de faire une meilleure organisation professionnelle pour un bon enseignement et apprentissage. D'accord. Alors, M. Telou, vous l'avez dit en l'entame de ce entretien, le développement et le déploiement de cette phase pilote ont nécessité beaucoup d'appui. Quels sont les acteurs qui étaient justement impliqués? Les acteurs, franchement, au début, c'est surtout le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. C'est à travers eux qu'on a eu les autorisations pour pouvoir mener ce projet-là. Parce que les données, on sait tous que les données personnelles des Togolais, c'est vraiment important. Par rapport à l'administration, on essaie de protéger, garder ces données le plus en sécurité que possible. Alors on a dû passer par ces différentes institutions étatiques, les autorités, pour pouvoir collecter ces données-là et les conserver avec nous. Alors déjà, ça c'était un grand... Sans ça, on ne pouvait même pas démarrer. Après, on a eu l'adhésion des enseignants, des directeurs, des écoles, même... Franchement, on a eu beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés. Je tiens à remercier M. Jules Azanegui, qui est conseiller municipal, qui nous a beaucoup aidé au niveau des autorisations et facilité la relation avec les autorités locales et compétentes par rapport à ce projet-là. D'accord. Et même il y a des acteurs, des bonnes volontés. Comme j'ai dit au début, c'est sur des fonds propres. Alors il y a beaucoup de bonnes volontés qui nous ont aidés avec à gauche, à droite, des matériels, et un peu de financement, tout ce qu'on pouvait trouver. Et on a eu ça et je peux dire que quasiment c'était un effort
c'est une grosse collaboration sociale, puisqu'on a pris aussi l'angle social pour mobiliser tous les acteurs autour d'une même cause. D'accord. Alors, on sait que le logiciel EduTogo est destiné au secteur éducatif, mais concrètement, quels sont les acteurs qui sont directement impliqués par ce logiciel? Bon, je peux dire que toute la société, toutes les tranches de la société est plus ou moins impliquée, puisque dans un premier temps, ce logiciel a une visibilité, peut donner une visibilité au ministre même de l'Éducation nationale sur ce qui se passe dans les établissements du pays. Puisque sur la plateforme, il a une vue d'ensemble de toutes ces choses. Alors on a les autorités de l'Éducation nationale, ensuite on a les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, avec ce logiciel, peuvent gérer leur établissement en sachant ce qui se passe en temps réel dans cet établissement. Et encore les plus grands acteurs de ce programme, c'est les enseignants. Puisqu'on sait comment la tâche est dure, des fois pour collecter les notes, remplir les bulletins, faire les devoirs, faire les appels, tout ce qui considère. Alors ces personnes-là, c'est les plus grands acteurs qui sont impliqués. On n'oublie pas les parents et les élèves, bien sûr. D'accord. Parlons justement d'enseignants. Monsieur Maman, dites-nous quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez sur ce logiciel? Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais principalement, il faut signifier que avec le logiciel EduTogo, vous pouvez contrôler l'absence des élèves sans faire l'appel. Et ça, c'est très important. C'est très important, avec nos effectifs qui sont un peu pléthoriques. Vous pouvez également, après avoir contrôlé l'absence, mettre le nombre de temps que l'élève a mis avant de revenir en classe s'il est en retard. C'est-à-dire qu'il y a l'absence, il y a le retard et le temps de retard est mis. Le temps de l'absence est comptabilisé. Il y a également les notes que vous pouvez saisir à travers un terminal qui est connecté sans être en classe. Il y a également l'emploi du temps que vous pouvez programmer et l'activité pédagogique sans que vous ne soyez physiquement en classe. L'élève a donc des données qui sont relatives à lui et qui sont mises sur le logiciel. Le parent est connecté au logiciel et voit le comportement de son élève par rapport à la régularité, à l'absence et à ses efforts, parce que les notes également sont mises en ligne. Le parent suit, l'administration suit, l'enseignant suit, et cette gestion intégrée donne une autre façon de gouverner l'éducation au Togo, et je pense que c'est très bien. Et chaque acteur à son niveau pourra s'adapter au cas où il y a changement comme ça, si l'enfant n'est pas régulier. Ça permet d'adapter une solution au comportement de chaque enfant. D'accord. Allez-y, poursuivez. Et c'est ce suivi-là qui permet d'avoir un bon résultat à la fin de l'année. Parlons justement, ce qui est bien avec cette phase pilote, c'est qu'il y a des points qui sont positifs et puis il y a des points qui sont, on ne va pas dire négatifs, mais des points améliorés. Monsieur Maman, vous qui avez fait partie de la phase pilote, selon vous, quels sont les points selon vous qu'on pourrait éventuellement améliorer? Bien évidemment, s'il faut féliciter l'initiative, il faut également reconnaître qu'on peut parfaire. Justement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte où il y a les effectifs qui sont un peu pléthoriques. Si l'application peut évoluer jusqu'à nous permettre, nous en tant qu'enseignants, de faire des évaluations numériques, de procéder à la correction automatique des copies et d'avoir des statistiques à la fin, je pense que ça serait très bien. Monsieur Telou, le message est passé? Mais le message est super bien passé. C'est l'objectif même de la phase pilote, pour pouvoir récolter les avis, les recommandations, puisque c'est vraiment un essai que nous faisons et qui va nous permettre de proposer une solution plus complète au gouvernement, et notamment au ministre de l'Éducation nationale. Alors, quelle sera la prochaine étape? Voilà, c'est exactement ça, c'est pouvoir collecter toutes ces données, les informations, que ce soit l'analyse sociologique, que ce soit les données de participation, tout ce qu'on a pu collecter, et compiler ça et rencontrer les autorités compétentes, leur demander, nous avons fait la première phase sur fonds propres, est-ce que nous pouvons avoir un soutien pour continuer et aller vers déjà un premier temps 10 établissements, 30 établissements, ainsi de suite, avoir l'accompagnement du gouvernement pour déployer cet outil-là. Puisque nous avons donné et nous tenons, vu la réaction des autres, on doit continuer. Merci beaucoup. Un message de fin rapidement pour clore l'entretien. Le numérique aujourd'hui fait partie de la vie du citoyen togolais. Et nous essayons de promouvoir le numérique responsable. Ce numérique qui va nous permettre de grandir, de compléter des tâches qui vont vraiment de nous émanciper demain. Alors c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Le numérique responsable à travers du Togo, c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Telou. Merci. Je rappelle que j'étais avec le fondateur du logiciel EduTogo et puis également Monsieur Maman Alourou,
enseignant au lycée Avedi, merci beaucoup pour votre contribution et merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, nous poursuivons avec la rubrique environnement. Oui, une opération de reboisement s'est déroulée à la direction régionale de l'éducation des Plateaux Est. Elle consiste à reverdir certains espaces de la direction afin de créer un cadre plus agréable et de soutenir la dynamique gouvernementale en matière de reboisement. Sylvain Abdou. Cet espace vide de la direction régionale de l'éducation des Plateaux Est, désormais transformé en espace vert. 151 plants de différentes espèces dont des arbres fruitiers ont été mis en terre. Une démarche pour s'inscrire dans la vision des plus hautes autorités, celle d'accompagner la politique de protection de l'environnement. À terme, cet espace offrira un cadre agréable et servira de lieu de repos. J'ai pensé mettre en œuvre cet espace-là pour servir d'ombrage à tous ceux-là qui arrivent. Nous avons 6 espèces, dont les fruitiers. Fruitiers, il y a avocatiers, les manguiers, ensuite ce que nous appelons généralement zangerati, et tout ce que vous avez vu avec le Fotec, juste pour permettre à tous ceux qui passeront par ici ou ceux qui viendront nous rendre service d'être aussi servis. La préservation de l'environnement est un devoir, donc un devoir qui incombe à tout le monde. L'enceinte de la direction ainsi que la voie d'accès ont également fait objet de reboisement. Représentant le gouverneur de la région des Plateaux, le préfet de Logou a procédé à la mise en terre d'un manguier au nom du gouverneur. Un geste symbolique traduisant l'engagement des autorités à soutenir cette initiative nationale. Nous voulons nous inscrire, nous aussi, dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui voudrait que tout citoyen puisse mettre en terre un plan, l'entretenir, afin qu'il participe pleinement et dignement à cette politique de l'environnement au Togo. Avec ces arbres que nous venons de mettre en terre, nous participons donc à la protection, au rassemblement surtout, et surtout à la transformation de notre milieu. L'opération a mobilisé les responsables des services déconcentrés, une présence qui témoigne de leur engagement à soutenir la politique nationale de reboisement. Ceci afin de permettre au Togo d'atteindre les 1 milliard de plants et de renforcer le couvert végétal. Culture poursuivre, le groupe Miab Koya a officiellement lancé la 4e édition de son concert. Il s'agit d'une rencontre spirituelle destinée à proclamer l'évangile du Christ et à conduire les nations vers une relation authentique avec Dieu à travers des prestations artistiques. Moko Ayanor et Nada Ibrahim. Fiela, un rendez-vous spirituel et d'élévation, s'annonce sous de bons auspices. La 4e édition de ce carrefour musical du chant gospel est donc dévoilée. Ici, à l'église Mission Internationale Hôtel de Bethel, le groupe Miab Koya donne le ton à cette rencontre d'adoration, de louange et de manifestation de Dieu à travers une prestation chaleureuse. Fiala, c'est un grand rassemblement de célébration, de louanges, d'adoration, des prestations artistiques, mais au-delà, c'est une plateforme d'expression de la gloire de Dieu. L'événement sera marqué par la prestation des morceaux phares du groupe et la présence sur scène de quelques grandes figures de la musique gospel. Precious et Zafir Aza du Togo et Onel Mala de la Côte d'Ivoire. Cet événement prend une dimension internationale et il y aura beaucoup de nouveautés. Le groupe Miab Koya va prester plusieurs chansons. Attendez-vous à des collaborations entre Miab Koya et ses artistes invités. Et c'est un rendez-vous pour tous les enfants de Dieu, un rendez-vous pour tout le monde. Et ça va chauffer. Le 6 septembre prochain, dans une atmosphère de grâce, l'esplanade du Centre togolais des expositions et foires vibrera au rythme des voix et des sonorités musicales. Le peuple de Dieu est attendu pour une fois encore célébrer l'Éternel dans la communion du Christ.
C'est parti également pour la première édition de l'événement Glory Night Lomé 2026. Ce temps de louange et d'adoration à l'initiative du groupe New World TV se tiendra les 1er et 2 août prochains dans la capitale togolaise. Les promoteurs en ont fait l'annonce ce vendredi lors d'une conférence de presse. Nathalie Kwanegi. Au cœur de Glory Night Lomé 2026, 2 événements. Le Masterclass, une soirée d'échange qui se tiendra le 1er août, et le concert grand géant, un temps de louange et d'adoration, le 2 août au stade de Kéké. Cette initiative, portée par le groupe New World TV, vise à rassembler le Togo tout entier autour du chanteur ghanéen Soni Badou à l'occasion de ses 31 ans de ministère pour une reconnexion avec Dieu. En des moments de louange et d'adoration, nous savons tous que Dieu descend et il visite. Donc, au cours de la Glory Night, nous savons avec assurance que le peuple togolais du nord au sud sera visité. Nous attendons que le peuple vienne pour qu'ensemble, on élève nos voix pour adorer Dieu. Nous voudrons voir toutes les communautés représentées, toutes les langues représentées, toutes les familles représentées et toutes les congrégations représentées lors de la Glory Night 2026. 2 jours de prière, 2 jours de connexion avec des artistes gospel du Togo et d'ailleurs. Une manière pour le groupe New World de respecter sa vocation, celle d'être proche de ses clients et partenaires à travers cet événement d'envergure internationale à Lomé. Les communautés de Beich, Agwenivé et Aflao se sont réunies pour lancer officiellement les festivités de la 8e édition de leur fête traditionnelle d'Ouné-Niozan. Quelle communauté accueille l'édition 2026 et quelles sont les différentes activités inscrites au programme? Nicolas Tillard nous en parle. Des paroles sacrées qui s'élèvent vers le ciel. Aux ancêtres comme à Dieu, le peuple confie un même vœu. Le plein succès de la 8e édition de Ouné-Niozan, la fête traditionnelle qui rassemble les communautés de Baie, Agwenivé et Aflao autour de leur histoire commune, de leurs valeurs culturelles et de leur identité. La cérémonie officielle de lancement a réuni les 3 communautés, les têtes couronnées, les dignitaires traditionnels ainsi que les autorités administratives et locales. Pour cette année, le thème c'est la valorisation de la jeunesse et de la femme acteur de développement durable. Par rapport à la jeunesse, elles vont bénéficier des formations. On va les sélectionner, ceux qui vont présenter de meilleurs projets. La date de l'apothéose, c'est le 15 août prochain. À partir de la matinée jusqu'à la soirée, nous serons sur le terrain franciscain à Avedi, à Nibé, dans la commune de Golfe 5. Danse traditionnelle, démonstrations culturelles et prestations d'artistes ont ensuite animé cette cérémonie, offrant un avant-goût des festivités inscrites au programme de cette édition. Selon le programme, quelques panels avec les chefs cantons du Grand Lomé qui vont nous faire des démonstrations sur la manière de porter nos pagnes. Aussi, les femmes vont faire des démonstrations sur des mets locaux, notamment les mets que nous consommons couramment avec les produits locaux. Et aussi la sensibilisation des femmes sur le cancer du col de l'utérus. Nous allons poursuivre toutes ces activités au niveau de la maison des jeunes d'Amadao Médici, où nous allons également, pour cette année, suivre la messe du Ouné-Niozan. Rendez-vous donc le 15 août prochain pour célébrer Ouné-Niozan, une fête traditionnelle qui met à l'honneur l'unité, le patrimoine culturel et les liens historiques unissant les communautés de Baie, Agwenivé et Aflao. Les populations des 12 cantons de la préfecture de Yoto s'apprêtent également à célébrer la 40e édition de leur fête traditionnelle, Rogbizan, encore appelée la fête de l'Exode, une édition placée sous le thème Tradition et cohésion pour le développement. Edwige Atakwa-Bassebi. Rogbizan 2026 s'annonce sous le signe de la mobilisation.
Les festivités de la 40e édition du Hogbezan se tiendront cette année à Tabligbo. Elles rassembleront les filles et fils du Yoto autour des mêmes objectifs. Renforcer les liens de fraternité et réfléchir ensemble aux actions à mener pour le développement de leur préfecture. Nous avons décidé, et c'est autour de ça nous allons mobiliser la population. Le thème dit tradition et cohésion pour le développement. Nous nous sommes dit la tradition, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous interpelle tous. Et une fois autour de cette fête, nous allons marquer notre cohésion, nous allons marquer notre adhésion, non seulement à la fête, mais aux besoins de la préfecture. Nous aurons un tournoi de football dénommé tournoi Hogbezan, nous aurons Miss Hogbezan, nous aurons de l'athlétisme, nous aurons un grand concert et nous aurons l'apothéose même. Pendant cette période, une date aussi est choisie pour la pose de la première pierre qui va marquer la réalisation d'ouvrages que nous aurons choisis et qui va marquer le jubilé d'Émeraude, qui est la 40e édition. Hogbezan est une fête traditionnelle qui commémore l'exode des populations du Noché. Elle célèbre également l'unité des peuples et les prémices des récoltes. Organisée chaque année au mois d'août dans la préfecture des Yoto, elle a pour principal cadre la ville de Tabligbo. Le 4 août au 11 août, on va Mouzi. Mouzi, c'est quoi? C'est une période dans laquelle toutes les activités seront suspendues. Il n'y aura plus de bruit, ni tam-tam. Et cette période de 7 jours servira à invoquer Eloman, nos ancêtres, pour qu'ils nous aident à ce que l'année à venir soit bonne. J'invite tout le monde à prendre part à ces manifestations. Hogbezan, c'est une affaire de tout le monde. Au fil des années, Hogbezan a su évoluer en intégrant des dimensions éducatives, sociales et économiques. Aujourd'hui, cette célébration demeure un symbole d'unité, de solidarité et de fierté pour les filles et fils du Yoto, où qu'ils se trouvent. Fin de votre journal du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Bon après-midi à toutes et à tous.